d'abord, le revenu universel d'existence tel que je le propose, il ne coûtera pas 300 milliards, il coûtera 10 fois moins. 10 fois moins. Bon, moi, je veux bien qu'on construise des fables et qu'on fasse un débat politique sur des fables, mais il coûtera, je vous le dis, 10 fois moins. Et au 1er janvier 2018, il concernera les personnes les plus pauvres, il concernera les 18-25 ans et il concernera sur la feuille de salaire, avec un gain net sur la feuille de salaire, les travailleurs jusqu'à 1,9 SMIC. Demain, je rendrai public le financement de cette mesure, mais il coûtera 10 fois moins que les 300 milliards que vous avez évoqués. Première chose. Et je l'ai dit, pour ce qui relève d'une décision comme celle-là, il n'est pas question d'en imputer la charge et le coût dans la distribution de cette allocation aux collectivités. D'une part parce qu'il s'intégrera à une autre réforme, le prélèvement à la source de l'impôt. Et si demain le revenu universel doit figurer sous la forme d'un gain net de pouvoir d'achat sur la feuille de salaire, c'est évidemment par l'action qui sera celle de l'État que nous organiserons la mise en œuvre de la distribution de ce revenu universel. Un point sur la critique que vous formulez, qui est la bonne critique, c'est en clair, est-ce que finalement vous ne financez pas une forme d'acceptation de la pauvreté? Est-ce qu'on n'installe pas là les personnes dans la pauvreté? J'étais très frappé de voir les résultats des enquêtes qui ont pu être faites depuis peu par différents organismes, les travaux remarquables de la CFDT sur la question du travail notamment, et différents cabinets d'études pour voir quelles seraient les conséquences de la mise en œuvre du revenu universel. Sachez par exemple que 4% seulement des travailleurs français disent que s'ils recevaient 1 000 € en plus, on n'y est pas, hein, moi je ne parle pas de 1 000 €, je parle d'un revenu universel fixé à 600 €, c'est-à-dire une revalorisation du RSA portée à peu près de 10%, un peu plus, mais on place ça à des... Seulement 4% disent qu'ils abandonneraient leur travail. Donc aujourd'hui, le mécanisme désincitatif à l'égard du travail, il n'est pas avéré. La question c'est, est-ce que par contre, il n'y a pas là une mise en concurrence d'un argent utilisé à permettre aux gens de vivre, avec un argent qui pourrait être utilisé à structurer, financer de l'investissement, permettre des créations d'emplois. Je pense qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres. Et je crois qu'il faut, à mes yeux, anticiper un phénomène qui est un phénomène qui, quoi que nous fassions, est là. La transformation du travail. Je veux dire, vous pouvez le vouloir ou ne pas le vouloir, elle se passe. Un emploi sur 2 va être transformé, je ne vais pas supprimer, transformé par la révolution numérique. Un emploi sur 2. Et là, les études les plus optimistes pour l'économie française et européenne, celle de l'OCDE, la plus récente, évaluent l'impact de la révolution numérique à 9 à 10% de suppression des emplois. Donc on doit, nous, faire en sorte d'investir dans les filières dont on sait qu'elles sont fortement créatrices d'emplois, énergie renouvelable, service à la personne, éducation, santé, créer des emplois et garantir une offre de formation qui permette aux entreprises d'avoir des travailleurs qualifiés dans ces secteurs, pour compenser ce que pourraient être les effets d'une forme de raréfaction du travail dans les secteurs qu'on connaît déjà, privés notamment, et qui sont très impactés par la révolution numérique. Mais aussi penser les transitions. Et pourquoi est-ce que j'assume, moi, le revenu universel totalement? C'est que le travail, tel que le vivent les nouvelles générations, n'a rien à voir avec celui que nous avons connu. Rien. Mais alors, absolument rien. Il est fait de successions de contrats courts, travail salarié, travail non salarié, et de périodes de transition de plus en plus nombreuses. La question qui nous est posée, c'est construit-on là, avec ce revenu universel, les mécanismes de solidarité de ce siècle, ou considère-t-on qu'avec les systèmes de protection sociale tels que nous en avons hérité du Conseil national de la résistance, ils suffisent à assurer ces transitions et les protections des nouvelles générations? Et quand je dis nouvelles générations, et toutes celles qui vont suivre. Ma conviction, celle que je mets en débat, c'est qu'il faut aujourd'hui anticiper des phénomènes qui concernent toutes les grandes sociétés occidentales, toutes les grandes sociétés modernes, toutes les grandes économies modernes. Et donc le coût, je vous le redis, il est 10 fois inférieur à celui que vous avez évoqué. J'ai parlé longtemps du revenu universel, mais c'est une question longue. J'aurais bien aimé répondre d'ailleurs aussi aux questions du vieillissement, parce que c'est un autre gros enjeu auquel vous êtes confrontés et qui suppose, à mon avis, quelques choix aussi politiques qui ont quelques incidences financières.